Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. De par les années, vous savez, on a énormément parlé de chasse en Afrique, de chasse qu'on va dire, de conservation pour certains secteurs de l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Sud ou encore ailleurs. Et dans notre cas, eh bien, évidemment, on a eu la chance d'aller chasser un certain secteur d'Afrique en particulier. Maintenant, il existe énormément d'autres réalités en Afrique. Vous l'avez vu, par exemple, pour tout ce qui est le Eastern Cape ou encore dans le secteur de Cape Town. On a parlé avec Sylvain Turenne il y a de ça quelques mois. Et je tente le plus possible d'aller chercher des références au niveau de la chasse en Afrique du Sud, des références sécuritaires. Ce que je fais généralement, et vous le savez, on travaille beaucoup avec l'équipe de Craig Buddington, donc avec le Craig Buddington Endorse Outfitter, ça nous donne déjà un bon indice de la qualité ou du moins du service et de la sécurité que vont implanter dans l'offre de services les différents fournisseurs de services en Afrique et dans les autres pays entourant ça. Et dans nos recherches, on a commencé à parler avec des gens qui offrent quelque chose de totalement différent à ce à quoi on est habitué. Hein. Vous savez, lorsqu'on va, nous, à la chasse en Afrique, on vous présente des vidéos. Généralement, c'est à partir d'un base camp et on chasse dans des concessions. Donc, on chasse dans une périphérie d'à peu près d'une périphérie d'environ 250 acres. Et avec les réglementations de l'Afrique, bien évidemment, ce sont des secteurs qui sont clôturés, très, très grands secteurs clôturés par réglementation. Maintenant, plusieurs d'entre vous nous ont demandé des opportunités différentes pour l'Afrique du Sud, pour le reste de l'Afrique, les différents pays, le Mozambique, etc. Et on s'est fait présenter une gang qui sont très, très, très sur la coche dans un premier temps, qui offrent quelque chose qui est totalement différent. Sont les gens de chez Eco Safari, Afrique du Sud, donc African Eco Safaris. Et un des gros avantages, c'est que le propriétaire de Eco Safari, Glazer, parle français. Peut-être pas aussi fluent que nous, on parle français, mais il parle français. Alors, je dis, pourquoi pas se connecter à distance en Afrique du Sud et demander à Conrad de nous envoyer des images et de présenter un peu ce qu'il fait parce que, attention, vous n'êtes peut-être pas prêt à l'ampleur de l'offre. Et l'ampleur de l'offre et de l'inclusion de la conservation, puisqu'on va le voir tout à l'heure, Glazer aujourd'hui possède sa propre agence, si on peut le dire comme ça, au service de guide, est un PH professionnel mais a débuté dans le secteur du Mozambique comme guide de terrain, mais faisait à ce moment-là aussi un travail qui est méconnu des Occidentaux, c'est-à-dire l'anti-poaching, donc l'anti-braconnage, la surveillance du braconnage, qui est un phénomène là-bas qui est majeur. Donc, on va le voir, on va le questionner, mais ses racines sont beaucoup au niveau de la conservation, de la protection de la faune. Puis aujourd'hui, il applique tout ça dans un amalgame de produits qu'il peut vous offrir pour vous faire vivre différentes choses dans différents pays d'Afrique. Alors, on va aller le rejoindre dans l'immédiat. Je le fais monter. Bonjour Glazer, comment ça va? Bonjour Martin. Oui, oui, ça va bien. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ok, je m'appelle Glazer. Je parle français, mais pas trop bien toujours. So, je peux parler chaque que Martin dit-moi arrête parce que c'est trop mauvais. Mais ok, j'habite en Afrique du Sud. Je chasse Afrique du Sud, mais je chasse aussi en Namibie, Mozambique, Zambie, Morocco. Je chasse, je suis guide de chasse professionnel pour 23 ans. Mais Ça oui. fait, ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans que tu fais de la chasse professionnelle. 23 ans. Oui, oui, désolé. Oui, OK. c'est Et ça. si je comprends bien le dossier, et là, ne vous inquiétez pas. I'll just place some things here. Ne vous inquiétez pas, il y a des parties de l'entrevue qui vont être en français, des parties de l'entrevue qui vont être en anglais. Je traduirai au moment où est-ce qu'on aura besoin d'aller en anglais. So if you need to go in English, just switch to English, no problem. I'll Okay. translate. If there's some part that the artist like, I know that your organization's mission, I mean, a mission is like easy to write in English, but translate in Yeah. French could be hard. So when we'll get there, go in English and I'll translate, no Okay. problem. À ce que Okay. je peux comprendre, il y a de ça 23 ans, euh, tu commençais à ce moment-là à guider, tu étais guide professionnel au Mozambique à ce moment-là? Oui, oui, c'est ça. Je chasse avec. Nous avons bloc de chasse à Mozambique, sud-ouest de Corabassa. Nous chassons normalement le bif, crocodile, hippopotame là-bas. Ça, c'est area très sauvage. C'est tout ouvert, tout le animal bouger comme il veut. Ça, c'est vraiment une chasse sauvage, compris.
entre le Mozambique. Mais ce que je te demandais, toi, I was asking you, you first started to guide in Mozambique. Is that Yes, what I understand? And yes, at this yes. moment, because I'd like to give you the opportunity to present correctly your organization's mission. And from what I understand, when you started in Mozambique, you were a field guide like a PH, but you Yeah, were also doing some anti-poaching efforts over there. yeah, that was originally in Zambia, and Okay. then I moved to Mozambique in the Luangwa Valley, Zambia, Okay. and I just realized that um, I love wildlife, I love animals, I love hunting, I love to be outside, and I just realized that there's an imbalance, not necessarily with the funds for anti-poaching, but also in the people's comprehension of how important hunting is for conservation. Let me just translate a little bit. Ce que je demandais à Glazer, c'est que moi, je sais qu'il a commencé à guider au Mozambique et qu'il faisait des efforts anti-braconnage là-bas. Et c'est ce qui l'a amené à fonder le service qu'il offre présentement. C'est-à-dire qu'au travers des efforts anti-poaching ou anti-braconnage, et on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, vous allez voir comment les chasseurs à l'international sont hyper importants pour la conservation de la faune en Afrique avec l'argent qu'ils amènent en Afrique. Eh bien, de fil en aiguille, Glazer s'est développé évidemment un amour pour la conservation qui l'a amené à établir non seulement une entreprise de service, mais une entreprise de service qui a une mission qui se colle très aisément avec les valeurs de conservation. Donc, de la chasse en faisant de la conservation. On dit en anglais que hunting is conservation, mais c'est carrément là-dedans que Glazer a placé son service. If we're talking in French or in English at your will, I think in English will be easier. So you started like to do those anti-poaching efforts while guiding in Mozambique. In Then Zambia. in Zambia, excuse me. In Zambia. Yeah. Then you started your guiding service based on a mission that comes from what you just actually did on the field while anti-poaching and conservation, and you now have you've drawn a mission for the company, and I'd like to hear that where, why, who you are doing that. Okay. What African Echo stands for? I open it here in my brand guidelines. It's ethical hunting safaris. Okay. I'm going to read the whole one. It's ethical hunting safaris, real hunting for the real hunter, open, wild, and conservation orientated. The best Africa has to offer. Establishing a conservation through hunting awareness, ensuring and preservation of the legitimate status of conservation through ethical hunting in Africa and worldwide, embracing mankind as part of nature rather than two separate entities. What I was trying to structure as the mission and vision which African Echo works by is that we don't want the clients to come to Africa and just take a tape measure the trophies and go back with a gold medal. That's what we want to do anyway. But it's extremely important for us to educate hunters, and so that they understand why they are so important for wildlife conservation and for hunting. Because if the wildlife disappears, there won't be hunting possible. So at the moment, the anti-hunting campaigns are much stronger and bigger than the pro-hunting campaigns. And in the middle, we sit with a huge percentage of people that don't really care so much about it. Yep. They're not anti-hunting, they're not for hunting, they're in the middle. And the anti-hunting people are making much more noise than the hunting people are making. So I think we should educate and be out there like what you are doing. It's really important. Let me introduce a little bit. C'est très intéressant parce que ce que Glazer nous dit est carrément dans la lutte qu'on mène présentement au Canada. Et vous savez, en Europe en particulier, en France, c'est rendu excessivement difficile. Donc, la mission
de l'entreprise, c'est-à-dire du service de guidage. Et on verra dans toutes les concessions dans les différents pays où est-ce qu'ils offrent ce genre de service-là. La mission derrière EcoSafari, c'est un mode de chasse éthique qui s'inscrit dans les moyens de conservation et d'éducation des clients qui vont être sur place. C'est-à-dire que Glazer n'a pas mis un service de guide en place avec en tête le fait que des clients vont venir et abattre des trophées, prendre la mesure, puis aller au Safari Club International, Roll Award Foundation, puis aller voir si ça score gold ou argent. Il y a de ça. C'est aussi, ça fait partie de la récolte, c'est-à-dire que si on fait une récolte de conservation sur, par exemple, un grand mâle, eh bien, il y a des chances que ce grand mâle-là aussi ait des mesures qui sont intéressantes. Mais l'image de front et la trame de fond avec laquelle Glazer guide son service de guidage, donc établit la mission de son service de guidage, c'est d'éduquer ces chasseurs-là lorsqu'ils viennent en Afrique, avec tout leur bagage de connaissances ou ce qu'ils pensent savoir sur l'Afrique, de les éduquer sur l'importance qu'a cette chasse internationale-là en Afrique du Sud et ailleurs dans les autres pays d'Afrique, dans l'apport monétaire et la présence, l'occupation de territoires que font les différents pourvoyeurs de services là-bas qui permettent d'avoir une certaine surveillance sur le terrain. Either in French or in English, this is a point where we're also fighting for that part on the market. I mean, having the anti-hunters or the middle guys that unfortunately I think it's an education purpose or problem that they don't actually exactly know. They're eating some steak and like not thinking about a dead cow, but that's a fact. So we try to bring them to a hunter is conservation unit on the field. Exactly. In Africa, you and I want you to talk a little bit about it. International hunters are important to hunting and to conservation in South Africa. But there's another point that if we read like Craig Boddington or Theodore Roosevelt, you'll understand that when some of the countries in Africa just stop at elephant hunting, it was to give a chance to the poachers in the backlands to work their poaching operation. So the outfitters like you that are occupying the territories with their clients, the surveillance that goes with it will be up so they can do whatever they want. So international hunting is really important conservation wise for you guys in South Africa and all African countries. For sure. I have a few examples of that. Normally, normalement, quand nous chassons, par exemple, le bif en Mozambique, au Zambie, et le pêcheur nous regarde le braconnier, nous arrête la chasse tout de suite, et tout le monde chasse le braconnier. Oui. Tout le monde, nous arrête la chasse. Si le dernier jour de chasse, nous continuons à chercher ce bif pour le client, mais pas trouver pas, ça c'est pas important. L'important c'est conservation. So we stop the hunt. We immediately chase the poachers if we see them. I recently made an anti-poaching video in Zambia that we were just gathering all the stuff all the knives and guns and stuff. And then I thought maybe you should make a video now. So just to show people what it's about. So if we are not around, the animals will be taken out. If you drive from Lusaka, for example, to the Rongo Valley, you probably won't see a lot of animals at all because there's no protection. It's just communal areas. The only protection, it costs money to protect, and the only business that brings in money is hunting, and that's why it's so important. In Burkina Faso, la dernière fois que je chasse à Burkina Faso, c'est 2018. Après, c'est trop dangereux parce que ISIS arrive là-bas, c'est vraiment bordel. So we had to flee out of the camp. We had to evacuate because they're coming in. Yes, and now there's probably no animals left. So actually, when you because you have a lot of concession in a lot of countries in Africa, so you're monitoring
with contacts, the level of protection or the level of security of different places like Burkina Faso. And you said ISIS just got in? Yeah, the whole Sahel region on southern border of Sahara. So it's the northern border of Burkina Faso, Niger, Mali, all those areas is a breeding ground for terrorist groups that kidnap and Western people, Europeans, and ransom, and it's crazy. And it's not about religion like they want us to believe. It's basically gangs stealing. That's it. Criminal operation. Let me get some French, put some French to that. Quelque chose de très, très, très important, puis ça m'intéressait parce que Glazer a fait une vidéo que j'ai diffusée sur ma page Facebook au moment où est-ce qu'il installait le stock, il rentrait le stock, les armes, etc. Puis ils sont tombés sur des traces de poaching, des traces de braconnage. Et à ce moment-là, il s'est arrêté pour faire une vidéo et pour expliquer à quel point, dans les différents pays d'Afrique, le braconnage est important. C'est-à-dire que l'exemple que nous donne Glazer, c'est que, par exemple, sur des territoires communaux, des territoires communs ou des territoires publics, tu peux faire du nord au sud, puis tu verras pas d'animaux sur les territoires parce que le niveau de braconnage est excessivement élevé. Alors, l'occupation du terrain par les pourvoyeurs qui crée une certaine surveillance est hyper importante à ce point que si vous êtes chez Safari Eco, African Eco Safaris, et il arrive, par exemple, que le lézard va détecter ou encore un tracker va détecter des activités de braconnage, à moins qu'on soit en train d'aller chercher une bête qui a été atteinte ou qui est blessée ou quoi que ce soit, ils vont arrêter la chasse immédiatement et ils vont embarquer sur les efforts anti-braconnage. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire, s'il y a du braconnage dans le coin, eux vont arrêter la chasse et ils vont s'occuper des braconniers. Donc, ils vont aller à la chasse aux braconniers d'un certain sens. Et ça, c'est inclus dans leur culture. Et présentement, dans les différents pays d'Afrique, la source de financement principale, la source d'apport financier principal, ce sont les chasseurs internationaux qui permettent ces opérations-là sur le terrain et qui permettent la conservation. C'est ce qui fait que souvent, on va vous présenter des parties de territoire libre où est-ce qu'il n'y a pas d'animaux. On arrive sur les concessions, soit privées ou encore les concessions où est-ce qu'il y a des droits de chasse par les pourvoyeurs. Bien là, il y a des animaux parce qu'il y a sur place des PH, des trackers, une organisation, des loges qui vont surveiller. Alors, ça devient hyper, hyper important. So, you're in that business, but you're in the business of actually harvesting animals for clients, but wisely. You do like choose the kind of hunting you will do and the animal you will actually harvest on a conservation way, but you're also the main actors when it comes to anti-poaching on your lands. I mean, get out the PH and get out all the rangers and stuff like that. I mean, there'll be no more animal within a year. Nothing. So, and the interesting thing is, a lot of the anti-hunting people are, I call it a bit of a Walt Disney syndrome. You know, they and I coined that phrase, but they're on an emotional hijack. Yep. So you have the poachers that will clean out the bush from animals if we don't control it. But then you have the anti-hunting people that prevent hunting. For example, in the Kruger National Park, the control of elephants or the elephants in Botswana. And what they don't understand, those elephants, because of humans and towns and railways and lakes and buildings and whatever, they can't move like they used to move. Yep. So they stay in the area and they are devastating the bush. And it's much easier to replace an animal than a baobab tree of 2,000 years old. You know, that's and something else that a lot of the vegetarians, for example, don't get is that there are animals in the Eastern Cape like blue duiker, oribi, some bontebok, and Cape Grysbok. They are endangered because of agriculture for fruit and vegetables that the vegetarians eat. So they hear the
the problem, but they don't really understand it. The links are not done. Let's take for an example, you were talking about Cougar Parks and other areas like that. Uh, it comes there comes a time where you need to think about the support capacity of a specific area. And when you have, I don't know, a bunch of elephants that pass by there and are eating everything and scrapping everything. I mean, nesting for birds is terminated. Yeah, Some little animals, grazers and stuff like that, will not be able to eat in branch over the branches because elephants have taken everything because they're overpopulated in certain constricted areas. So yes, it creates a huge problem. It creates a huge problem over there, and Botswana is probably one, and the Kruger Park are probably the two yeah. best example we can Prime give. example. Exactly. Let me get. So it's sorry, Martin. So it's a very a delicate matter, and I fully understand the emotional side involved in this whole thing. But if we let it go too far, I mean, they're going to debark most of the Mupani trees. They're gonna. I mean, baobab tree, Adansonia digitala, is. I mean, they love the bark of that tree, and if it's ring bark, then it dies, Yeah. and it supports a whole ecosystem. You know, it's birds and insects and bees and everything. Let me just put a little bit of French in that. Une des problématiques, évidemment, qui rencontre beaucoup en Afrique du Sud, et ça, c'est pire qu'ici. Déjà, le côté anti-chasse au Québec est très, très fort, et Glazer amène le côté, la pensée peut-être Disney. On dit souvent Disney on Ice quand on fait des farces avec nos gibiers. Déjà, au Québec, c'est très fort. Mais imaginez en Afrique globale, Afrique du Sud ou peu importe, avec tous les films d'animation pour enfants qu'on a pu écouter comme Madagascar, Out of Africa, puis des émissions comme ça où est-ce que les animaux ont même des noms. Hein? Une girafe, c'est Melman. Le zèbre, c'est un autre nom. Ils ont tous des noms, ces animaux-là. Et très rapidement, il y a un côté très, très émotif qui embarque chez les anti-chasses. On va faire comme, ben non, tu peux pas. Et il y a un manque de compréhension. On revient sur la surpopulation d'éléphants dans ces secteurs-là qui vont complètement détruire la capacité de soutien des différents écosystèmes. La nidification des oiseaux est plus possible. Dans des endroits comme le Botswana, le président entrant il y a quelques années de ça a dû réouvrir la chasse pour redonner une capacité au Botswana. Le Kruger Park a le même genre de problème. Donc, il y a une approche qui est très sentimentale, mais c'est un peu comme un crime passionnel. Par passion des animaux, ces anti-chasseurs-là risquent de tuer les animaux qu'ils aiment parce qu'on brise la dynamique des écosystèmes et c'est plus possible à ce moment-là de réussir à garder ces animaux, ces cheptels d'animaux-là en santé, puisqu'ils vont détruire les écosystèmes les uns des autres si on les laisse surpopuler dans certains secteurs où est-ce qu'il n'y a pas de prédation. Alors, ça devient hyper important. Et il revient avec le fait que s'ils ne sont pas là, ces services de guide-là, ces pourvoyeurs-là, ces ranchers-là, etc., c'est un problème complètement opposé qui va arriver. Donc, si les anti-chasseurs réussissent à tasser les chasseurs des différents territoires, quand les contrebandiers, donc les braconniers, rentrent dans des territoires là-bas, et c'est pas juste 3-4 chevreuils ou orignal comme ici. Ils rasent absolument tout. Ils récoltent tous les animaux. Il n'y a plus rien après. There's a point that when I first got in South Africa, because I refused 10 years in a row to go in South Africa because I was looking at the places that I was supposed to go, and I was seeing some of these landowner. Before you go, you make a list. They go to the auction, they take your animal, they put it in the field, and you go there and you killed it. Yeah. So that wasn't part of it. That wasn't possible for me to do that. And then I just talked. First time I talked with Alex and Johnny, where we go actually in the Limpopo area, and I got there for hunt, and we were looking, if I can remember, for Gamsbuck, but it was like very restricted in the way that when we first saw the Gamsbuck, I say, oh, I can take that one. No, you won't shoot that one. The one you'll be shooting is the oldest male in the front that actually is completely sterile, but is still protecting his females, so the younger bucks cannot breed with the females. So you will, if you want something, you take that. It's a take it or leave it. If you don't take this one, you take no one. So this is where my first contact with a real conservation based Craig Buddington endorsed outfitter bring me to hunt on a conservation way.
that made me bind with South Africa. Is that your kind of approach? I mean, do you choose the animals in the herd that you will actually harvest for that kind of reason? Yes. So just to understand, South Africa and Namibia, most of South Africa and Namibia are privately owned, Yep. the concessions. Unlike Mozambique or Zambia or Morocco, where we lease the concession from the government, so it's government owned. But South Africa and Namibia, it's privately owned, and most of the hunting areas are high fenced. Yep. They are big. There's big areas. There's 20,000 hectares, 10,000 hectares. So it's big. It's good hunting. But in the conservancies where we hunt in the Eastern Cape, the reason why I focus on the Eastern Cape is because it's conservancy. So what happened there, the landowners come together and they said, okay, listen, let's take down the game fences, only cattle fences, and all the indigenous species can move around. Okay. So then they make every year a count and they say, okay, we can take so many kudu, so many this, so many that. So it's the closest to an open area you will probably get in South Africa. But yes, we cannot take an adult male if it's not past his breeding time, or if he's kicked out from the herd. And the older animals are necessarily bigger trophies. Yep. For example, buffalo. So the young bulls are big and everything, but they are still soft. Soft bosses, and we look for the old hard boss dugger boys. And those are the guys, exactly, with a helmet. Those are the guys that are the real trophies that are real hard hunted. And conservation-wise, these are the ones to take down. Let me get that in French a little bit. Première des choses, puis ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que justement, dans les différentes concessions un peu partout en Afrique, c'est exactement de la façon dont Glazer va choisir les animaux qu'ils vont récolter. Il me donnait l'exemple, par exemple, de Cape Buffalo. Eh bien, ils vont choisir les grands mâles quand ils ont passé leur prime time au niveau de la reproduction. Donc, lorsque c'est plus des reproducteurs, c'est plus des Starbucks au niveau de la reproduction, c'est là qu'ils vont récolter. De toute façon, c'est bénéfique pour tout le monde, puisque dans le troupeau, on va retirer un mâle qui est stérile, qui va donner la place aux jeunes mâles pour accoupler. Pour le chasseur, c'est nécessairement les plus gros, puisque ce sont des vieux mâles, et puisque ce sont des mâles qui ont pleine vie, donc qui ont grossi. En termes de viande, c'est aussi les plus productifs à aller récolter. Donc, dans tous les sens, dans le sens de la nourriture, des communautés, de la conservation, puis du chasseur qui, au bout de la ligne, retourne avec son trophée. Tout le monde est content là-dedans. Et Glazer me disait, tu sais, cette dynamique de gestion-là, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup travailler avec les gens dans le coin de Eastern Cape, donc la Cape dans le coin de Cape Town et ces coins-là, puisqu'il y a beaucoup de concessions dans ce secteur-là, beaucoup de propriétaires terriens. Vous savez, ils sont obligés d'avoir des high fences, donc des clôtures hautes. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé un énorme territoire et ils ont dit, OK, alentour du grand territoire, on va mettre les high fences. Mais à l'intérieur du territoire, on va mettre des clôtures basses. On est obligé d'avoir des clôtures, mais on va mettre des clôtures basses. De cette façon-là, l'écosystème, les troupeaux de tous ces propriétaires terriens-là se promènent à la grandeur de l'immense territoire que ça crée. Et c'est ce qui leur permet, dans le secteur de Cape Town, sur la Eastern Cape, de gérer leurs troupeaux, de se rencontrer à quelques fois dans l'année avec des décomptes et des inventaires, faire comme, OK, ben là, la concentration de kudu ressemble à ça, donc on pourra en récolter de temps cette année. Donc, dans ce secteur-là, Eastern Cape, ils font ce genre de gestion-là commune de territoire qui est ouvert, entre parenthèses, dans l'enceinte du regroupement des propriétaires, et ça, c'est très intéressant. Let's get to hunting. Let's get to what you have to offer, actually, because we have presented options on the Eastern Cape, in Limpopo area in South Africa, but you do have so much to offer, and these are all really different opportunities and really different adventure that you offer, because there's a lot to see in Africa. So let's stand the Chad and Burkina Faso aside. You have a couple of other really nice destinations, starting with South Africa. When you're in South Africa, you're on the Eastern Cape? Yes. I used to hunt a lot in the Kalahari. I still have a hunting rights in the Kalahari as well. It is, however, a fenced area of 8,000 hectares, which is quite big.
Like I said, I focus in the Eastern Cape on conservancies which are sort of semi-open. Yep. And I like to hunt animals in their natural environment. For example, what you mentioned earlier in South Africa, we call it put and take. So the client say he wants a oryx, and then during the night they offload the oryx. The next morning you go and you shoot it. That happens. Yep. That's like shopping. So we try to avoid that. Je voudrais dire quelque chose en français aussi. Le reason je peux parler un peu français, c'est parce que avant je chasse beaucoup de temps en Afrique Ouest. Oui. And there everybody speaks French, so I had to learn to speak a bit of French. Le français, c'est maintenant avec l'interview avec Martin, c'est pas toujours facile, mais dans la chasse, je parlais mieux français. We'll do weekly lessons. We'll send you some Canadian. But, okay, so and so I choose areas where I'm qualified to hunt and the areas that I know, and I make. I've got, for example, a very good friend in Namibia, and it's a very family-orientated feeling. All the places where I go, I know the people very well. I've got a very good friend and associate in Zambia, the same as in Mozambique and Namibia, South Africa. I started last year in Morocco, but I've got a big group going to Morocco this year, December, for wild boar and partridge. But basically, just to answer the question, Martin, I focused on the Eastern Cape for the indigenous species there, and that's like blue duiker at the coast, a Cape bushbuck, potamocher, fakoucher, redunka, what is called a mountain reedbuck, oribi, bontebok. Yeah, and then we moved to the Midlands. It's 200 kilometers, 2 hours drive inland, where we go for the Cape Mountain, kudu, nyala, also mountain reedbuck, grey rearbuck, very big fakoucher, impala, and quite a few other indigenous species. And it's quite a nice combination because you can start either at the coast for those special animals that you find there. Also caracal, we do caracal with dogs, and we have a very good success rate. And that's then nice. We move to the Midlands, and if you combine it, it's a good thing, especially if you fly from Canada, for example, to Africa. Europeans are on the same time zone, more or less. But the Americans, Canadians, they're going to have a bit of jet lag. 6 hours. Exactly. So 6 hours. So it's to come for only 5 days. You must a little bit longer. Otherwise, as soon as you started to relax, then you have to fly back again. So let me just translate that part for South Africa before we get too long to introduce. No problem. La première opportunité, and we'll take each destination like that. I'll translate in French a little bit after it. L'Afrique du Sud, ce que Glazer dit, c'est que lui chasse sur la Eastern Cape en Afrique du Sud dans ces genres de concessions-là dont on parlait, qui sont plus ouvertes. Donc, les espèces d'accommodement de concessions qui ont ouvert le centre, qui ont clôturé le tour. Donc, ça lui permet de chasser un peu plus à l'état naturel. Parce que, évidemment, ce que Glazer confirme, c'est qu'il existe beaucoup ce type de place-là en Afrique du Sud où est-ce que vous entrez, vous voulez, par exemple, un gamesbuck, un oryx. Ils vont le rentrer dans la nuit. Le lendemain matin, vous rentrez, vous le tirez. Bravo, vous avez chassé un oryx. Et c'est pas ce que Glazer veut. Donc, Glazer préfère chasser dans des endroits qui sont très ouverts, en situation beaucoup plus naturelle, à l'état plus sauvage. Donc, ce type de concession-là est intéressant pour lui. Évidemment, sur le Eastern Cape, eh bien, la majorité des animaux que vous voyez dans nos émissions, qu'on voit dans le Limpopo, sont pas mal tout présents, mais certaines différences, par exemple, le Blue Duiker, qui est vous vous souvenez du Duiker, qui sont parmi les Tiny Tens, un petit antilope, ben, c'est le plus petit. The Blue Duiker, if I don't mistake, is the smallest of the Tiny Tens, isn't it? Yes. C'est le plus petit. Tellement petit que ça se chasse au fusil
à la grenaille. On ne chasse pas à la carabine au blue duiker, on chasse au fusil. Il y a le mountain reedbuck. I don't know the French name for mountain reedbuck. Is it le mountain redunca, le mountain quelque chose comme ça. I'm not sure. Regardez, le Mountain Reedbuck, c'est le secteur où est-ce qu'on peut le chasser. Ils font la chasse au caracal aussi avec les chiens, ce qui est excessivement intéressant. Il y a d'autres espèces de koudous, d'autres sous-espèces de koudous qui peuvent se faire aussi, évidemment, sur le Eastern Cape. You got two subspecies of kudu, I think. So it's not a great grander kudu. It's not the grander kudu. It's the other one. Yeah, Cape kudu. We call it the Cape kudu. And is there another subspecies? It's not the southern greater kudu, but SCI distinguish between the two species. OK. Donc, c'est le Cape Koudou qu'on peut faire sur la Eastern Cape. Donc, ça, c'est le secteur où est-ce que Conrad amène les gens en Afrique du Sud. Donc, nous, on est complètement au nord. Quand on est là-bas, dans le secteur du Limpopo, lui est complètement au sud. And if you go hunting South Africa on the Eastern Cape, eventually clients can go and hunt with you and they can extend, or before they go with you, they can do the vineyards. They can do, the Eastern Cape is like wonderful. They can go fishing in the sea. Yes, exactly. I introduced that a few years ago. So normally the clients will arrive in Port Elizabeth and we do the two concessions, the coast and the Midlands. And then if I normally tell them, if you want, you can fly out from Cape Town. And then we drive down the garden route and stay night over on the garden route. It's beautiful, and have a day or two in the vineyards, the wine region. It's stunning. It's amazing. En Afrique du Sud, la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens arrivent généralement à Port-Élisabeth. Souvent, ce que Conrad ce Glazer va leur faire, c'est qu'il va les faire déposer à place Cape Town. Et à partir de là, quand ils vont les chercher, ils peuvent faire vraiment la route des vins. Il y a beaucoup d'autres activités à faire sur le Eastern Cape. Il y a l'océan qui est là, donc vous pouvez pêcher, etc. Puis évidemment, puisqu'on a un 6 heures de décalage, donc vous allez être une journée et demie / 2 journées dans les transports pour y aller et pour revenir, on ne prend pas 5 jours là-bas. On prend plus que 5 jours. Et c'est l'endroit de rêve sur la Eastern Cape pour aller faire votre chasse, puis après ça, prendre quelques jours peut-être pour aller dans les spas. Il y a des spas sur le bord de l'eau, des stations balnéaires qui sont incroyables. Vous pouvez aller pêcher, aller faire le tour des sites historiques, aller faire le tour des vignobles. C'est incroyable. Le Cabernet Sauvignon sud-africain est tout simplement délectable. C'est incroyable. Cabernet Sauvignon in South Africa, that's a miracle. Yeah. It's difficult to explain to a French client from France, obviously, that it's good, but the rest of the world really enjoys it. The French have a bit of a... Yeah, you guys you got Cabernet Sauvignon, Flying Fish, and a Marula. And a Marula. Oui, there's something in there. There's the same trees. And if we move from South Africa to, let's see, Namibia. Namibia is a particular place. I want you to talk about the differences and what to expect if we go to Namibia. What we will be doing. What's the deal in Namibia, animal-wise, but operation-wise? Yeah. So in Namibia, it's a very farm-orientated kind of hunt. It's open area. The total area that we hunt, my associate and I, is 32,500 hectares. That's a total. A small part of 5,000 hectares is high fence. The rest are all open. Okay. And it's in central Namibia, about 2 hours north of Windhoek. So it's like a open bushveld kind of habitat, which is nice because it supports kudu, oryx, hartebeest, eland, faku, and of course oryx, and also indigenous species like the Hartmann mountain zebra, black-faced impala, brown hyena, lots of brown hyena, leopard, and Tamara dik-dik. Actually, and this is one of the things where Canadian people will ask a lot of questions. Leopard in South Africa, there are years that there are 2 tags of leopard.
And there are some lippers problem in the cattle farms and in Yeah. the farmers in general, but they cannot take those except for the triple S. They cannot take those leopard down at all. So an hunter cannot, like, unless you have a lot of chance and you draw for one of the three tags that are out Yeah, there, exactly. you won't Yeah. do it. In Namibia, it's actually possible to do leopard, but I want you to put a context around it. How do you, conservation wise, how do you and why do you collect some leopards over there? Okay, so leopard hunting is also quite a controversial issue, which I understand. The farmers, the trackers, the nature conservation in Namibia will keep track on leopard sighting, leopard tracks, the cubs, and so the leopard activity is in certain areas much more. What's the word? There's plenty more leopard in certain areas, so conservation and the landowners will not only report the stuff, but sometimes they track the leopard and see where they go. They put cameras out, and like that, you can really get a good idea of the population of leopard. They're very solitary. So, but some of the, especially male and female, some of their territories overlap. So, and that then give you 1 or 2 or 3 tags per year for a certain area, and that's why Namibia it's for leopard hunting. The Komos Hoogland around Windhoek and the areas where we hunt north of Windhoek, there's lots of brown hyena, lots of leopard, and they cause also a problem for the landowners. So to keep everybody happy, we try to keep a balance, and we get a tag. The landowner gets money for it as well. So yeah, it's a informal way of controlling it, but it's all people hands on the field. French. A little bit of French. On est rendu au Namibie, qui est une autre opportunité de chasse qui est excessivement intéressante, avec une réalité complètement différente. Vous voyez, sur le Eastern Cape, il parlait de milieu ouvert, mais à l'intérieur de clôture, de high fence, de clôture haute, dans le milieu d'un accommodement de propriétaires. Limpopo, dans ces secteurs-là, c'est beaucoup de high fence à la grandeur. Namibie, ils ont accès à 325 000 acres de terrain. Glazer et son associé là-bas. Et seulement que 5 000 acres de ce terrain-là sont dans du high fence. Le reste, c'est du territoire libre. Pourquoi on va au Namibie? On va au Namibie, évidemment, pour l'expérience. Le sightseeing n'est pas le même du tout, donc le paysage n'est pas le même du tout. Ça se rapproche, mais ce n'est pas la même chose. Et on va là, évidemment, pour aller dans les chasses de conservation sur d'autres types d'animaux. C'est là, entre autres, qu'on va trouver le Blackface Impala. On va trouver beaucoup de hyènes brunes et de léopards, et il y a de la conservation à faire. Et là, je demandais, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres types d'animaux là-bas qui sont excessivement intéressants. Il y a d'autres sous-espèces de zèbres, entre autres, qui sont différentes de celui qu'on va chasser en Afrique du Sud, qui sont présents au Namibie. Mais la hyène brune et le léopard sont omniprésents. Et là, je demandais à Glazer, mais comment quand l'Afrique du Sud contrôle sa chasse au léopard, à raison de d'un fois 2 permis, 3 permis par année pour l'Afrique du Sud au complet. Puis on entend les ranchers, les propriétaires terriens et les propriétaires de cattle farm, donc les vaches, les moutons, etc., avoir énormément de problèmes avec les léopards. Comment on gère au Namibie? Alors, au Namibie, il y a un système de suivi de la population de léopards qui est excessivement précis. C'est-à-dire que l'ensemble de la communauté vont répertorier lorsqu'ils voient des léopards ou voient des traces de léopards, ils vont aller placer des caméras pour vraiment suivre. Donc, ils ont une connaissance assez précise de la concentration de léopards par secteur là-bas. Donc, ils ont un inventaire collectif mis en place, ce qui fait que le gouvernement de Namibie va émettre des permis, puisque, évidemment, les propriétaires terriens ont beaucoup de problèmes avec les léopards parce que c'est dangereux, évidemment. Lorsqu'on les laisse surpopuler, c'est comme du loup ou quoi que ce soit d'autre. Alors, ils vont émettre beaucoup plus de permis pour aller chercher une certaine balance. Tout le monde devient heureux là-dedans parce qu'on diminue la concentration de léopards dans certains secteurs. Ça donne un bon coup de main aux cheptels et aux jeunes animaux de survie. Les propriétaires terriens peuvent continuer à élever leurs moutons, etc. Ça leur apporte de l'argent parce qu'évidemment, si Glazer va avec des clients sur une propriété privée pour aller chasser
un léopard, ils vont payer le propriétaire terrien, donc ça amène de l'argent. Donc, tout le monde, en quelque part là-dedans, en amenant une certaine balance, tout le monde est content. La hyène brune, c'est la même chose. La hyène brune est un bon prédateur. Il y a un contrôle de prédation qui se fait de ce côté-là. If we go on that's correct for the animals. If you would have to say to someone why choose Namibia to hunt, what would you say in like one or two sentences that will move someone from any other place to Namibia? What's in for me in Namibia that will be the wow factor? Okay, Namibia is the home of the oryx and springbok, bibal and eland, and it's the land of wide open spaces. It's like big skies, you know. It's spectacular, and not only the hunting, but the environment where we hunt. It's just beautiful. It's stunning. And over there, when you are receiving people, it's on a concession, so it's on a fixed lodge, or do you move? Yeah. So normally the clients arrive in Windhoek. We wait for them in Windhoek, and we take them up to the concession 2 hours north of Windhoek. And it's like a farmhouse with separate bungalows outside where the clients stay. There's a small swimming pool, a beautiful deck. But we get up early, we start hunting, we come back, and the fire is on. There's some Hansa beer on tap. It's great. Ce que Glazer me dit, c'est que je lui demandais qu'est-ce qui amènerait un client au Namibie à la place, par exemple, d'aller en Afrique du Sud ou quoi que ce soit. Il dit, première des choses, c'est les grands espaces ouverts, que c'est totalement différent, par exemple, des grandes clôtures un peu partout dans d'autres pays d'Afrique. Le Namibie, c'est très, très, très ouvert. Ensuite de ça, c'est un peu la terre natale des oryx, donc des troupeaux l'oryx en quantité, et du springbok aussi. Maintenant, le côté nature là-bas, le côté sightseeing est incroyable. La façon dont ils fonctionnent là-bas, un petit peu comme on le fait quand on est en Afrique du Sud, c'est qu'ils viennent nous chercher à l'aéroport. Gros avantage, il y a seulement qu'une run de 2 heures à faire pour se rendre au lodge. C'est un lodge qui est comme une maison, un farmhouse, mais pas un farmhouse comme au Canada, là, donc vraiment une maison, un lodge de ranch. Puis il y a les bungalows à l'extérieur, un peu comme ce qu'on vous a déjà montré. Par contre, comme il dit, on part tellement de bonne heure le matin à la chasse, puis on vient tellement tard le soir que c'est le fun, le lodge. C'est excessivement confortable, mais le point de vue pour lequel on va aller au Namibie, c'est vraiment pour aller dans ces grands espaces incroyables-là avec le ciel à l'infini, les grands troupeaux d'oryx, les grands troupeaux de gemsbok, les différents animaux, comme par exemple, I'll be in more for a blackface anything else in Namibia. So there's a big opportunity there. And it's also a trip that we need to take, like, I don't know, at least 8 days over there. I mean, you don't go there for 5 days, don't you? There are so many beautiful places to see at the coast and in the Namib Desert as well. It's breathtaking, and it's all easily accessible from the concession. People rent 4x4s and they go for a 3-4 day trip. It's really worthwhile. It's a beautiful country, really beautiful country, and very safe. And the people are very, very friendly. Ce que Glazer disait, c'est qu'au niveau de la sécurité, entre autres, le Namibie est très, très, très sécure. Donc, si on est un peu anxieux par rapport au voyage en Afrique, le Namibie est probablement un des meilleurs choix. C'est aussi un excellent choix pour les gens qui vont vouloir faire de la photographie là-bas. Donc, du côté safari, vraiment photo, image, c'est un endroit qui va vous apporter énormément d'images de très grande qualité, très, très, très typique africain, avec des grands troupeaux d'animaux. Mais d'abord et avant tout, c'est un secteur qui est excessivement sécuritaire. Souvent, ça va jouer beaucoup dans vos choix, c'est à savoir, on parlait tantôt du Tchad et du Burkina Faso qui sont plus au niveau sécuritaire, on se tasse de là parce que ISIS est rendu là-dedans, c'est moins drôle. Dans ce temps-là, ce que Glazer fait, c'est qu'il coupe ces endroits-là, le temps où est-ce qu'il y a de l'hostilité, etc. Puis il va vous déplacer vers, par exemple, le Namibie qui est excessivement sécuritaire. If we talk about Zambia, Zambia is a complete different place. I've never been to Zambia. I've seen your videos, but it seems to be also like that's the home of the bongo, isn't it? No. Bongo is Central African Republic, Cameroon. Okay, Congo, like that. But Zambia is a very, very special place for me. I really love the Luangwa Valley. The Luangwa Valley also forms one of the legs of the
Great African Rift Valley. And it's got a few indigenous species that you only find there, like Cookson's wildebeest. I think you can find puku in other places, but there's lots of puku. Then you have the Thornycroft giraffe, which we don't hunt. But it's just a magical combination of fauna and flora with a river, lots of crocodiles, lots of hippo. It is probably the more expensive areas to hunt because it's so popular. I think it's on its way to the same price as Tanzania, which is crazy expensive. But okay. I've got a guy that I work with there, and we've been hunting together for many, many years. And the concession belongs to a few partners in Lusaka, which pay all the leases and fees. And I have a contract with him, with my friend, to market and to sell, and that's why we are able to sell it at very good prices. So we are not middlemen. You understand? And I love taking people there because it's such a beautiful place to hunt, and it's good for buffalo, crocodile, hippo, chobe, bushbuck, eland, kudu. Most of the species are there. It's incredible. What kind of buffalo actually do you get in Zambia? It's a Cape buffalo. Is it also the Cape buffalo? Yeah, Cape buffalo. It's all in Mozambique, also Cape buffalo. In Burkina Faso and Chad, you have the western and northern savanna buffalo, which I hunted for a long time until we were pushed out by all these terrorist groups. OK. So, ce qu'on dit, le Zambie, c'est probablement une des places les plus chères dans l'ensemble de ce que nous présente présentement Lézard, parce que c'est un endroit, première des choses, qui est fantastique, excessivement recherché. C'est très, très, très populaire. Ça se compare à d'autres très grandes destinations mondiales qui sont quand même assez chères. L'avantage, Glazer a un contrat de longue date avec la concession là-bas où est-ce qu'il est. Donc, il y a un gros avantage de faire affaire avec African Eco Safaris pour aller aux Zambie parce qu'il est capable de vous avoir des forfaits qui sont accessibles. Le Zambia, là, ça s'en va comme ça, les prix. Parce qu'évidemment, là-bas, il y a plusieurs espèces qui sont endémiques là, qu'on ne peut pas faire ailleurs, donc qui sont indigènes de Zambie, qu'on ne peut pas faire ailleurs, qu'on doit aller là. Certaines sous-espèces, entre autres, de wildebeest, donc les gnous, qui sont endémiques là. Il y a aussi du Cape Buffalo. Beaucoup de crocodiles, beaucoup d'hippopotames. Il y a un écosystème là-bas qui est incroyable et vous allez vous promener au travers de savanes, rivières, lacs, etc. C'est excessivement riche comme endroit en termes de nature. Bien, comme je vous dis, comme Glazer disait, c'est un des endroits les plus prisés en Afrique pour la chasse. Donc, c'est un endroit où est-ce que les prix montent assez rapidement. Il faut s'attendre à mettre quelques sous de plus pour aller aux Zambie qu'aller, par exemple, en Namibie ou encore en Afrique du Sud. Par contre, l'avantage qu'on a ici avec Glazer, c'est que les contrats qu'il a négociés nous permettent d'aller là pour un prix qui est beaucoup moindre que ce qui est le prix du marché présentement. Donc, c'est un gros avantage. So, you don't have to convince anyone to go in Zambia. Actually, if they've seen a picture or a short video, they will understand like quickly what is Zambia and why is it prices so high. But I mean, the opportunity you have to get there at correct price is one of the reasons why you need to go on African Eco Safaris website and book a meeting with Glazer is to go in Zambia, because no one will do it like the way you're doing it with the budget you're offering. So that's a big thing. Mozambique, Okay. that's another story. Yeah. Je pars demain matin, bonne heure pour Mozambique pour 5 semaines de chasse. We're going to hunt buffalo, crocodile, sable, kudu. Quite a few. We got 3 groups now. So first it's 3 Americans, then actually 2 South Africans, and then 2 French clients of mine. So we're going to spend 5 weeks there and basically hunting buffalo. And while we hunt buffalo, you also scan the lake and the rivers for crocodile. There's monster crocodiles out there. Okay, when you talk about monster crocodile, how big they are? Okay, so
It's like I must send you some photos. But so these days, if you get a 5-meter croc, it's huge. So we try to take crocs over 4.5 meters, and they weigh up to 700 kilograms. It's huge crocodiles. It's like Luangwa is for and Namibia is leopard. Mozambique, where we hunt it, is buffalo and crocodile and hippos. But there's a lot of other plains game as well, and it's a beautiful setting where we are. It's also a fixed concession, so you don't move around. You're at a Yeah, place. it's a fixed concession. Yeah, it's Okay. open, no fences, but it's a Zambia. We hunt 300,000. No, it's more. Zambia is about 350,000 hectares, and Mozambique is 135,000 hectares. But it's huge. I mean, you sometimes you feel like you need a passport to go. Ce que Glazer nous dit, c'est que le Mozambique, on va au Mozambique principalement pour faire du Cape Buffalo, parce qu'il y a des Cape Buffalo, évidemment, trophées là-bas. Les gens vont faire l'hippopotame parce qu'il y a beaucoup d'hippopotames. Mais une chose qui est très particulière, c'est qu'au moment où est-ce qu'ils vont chasser le Cape Buffalo, ils vont toujours scanner les lacs et les rivières parce qu'il y a des crocodiles monstres là-bas. Et quand on parle de crocodiles monstres, ils tireront rien qui est en bas, ils récolteront rien qui est en bas de 4,5 mètres de long. Donc, 4,5 mètres, 5 mètres de long, le crocodile, dans les alentours de 700 kilos, c'est énorme. L'autre gros avantage, au Mozambique, certains d'entre vous ont manifesté le fait qu'ils ne sont pas à l'aise avec des clôtures en Afrique du Sud, par exemple. Il faut vraiment comprendre que c'est une loi en Afrique du Sud. C'est une réglementation du gouvernement d'avoir des clôtures. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les clôtures, une des très, très belles aventures vous attend au Mozambique, où est-ce que les étendues sont complètement ouvertes. Il n'y a pas de clôture. Dans la concession où est-ce qu'ils vont au Mozambique, c'est 135 000 acres ouverts. Il n'y a pas une clôture là. Donc, vous chassez complètement à l'état sauvage dans une concession fixe. Donc, si c'est une option qui, des fois, vous retient d'aller chasser en Afrique, le Mozambique est une très, très belle option. And this is the place to take down trophy Cape buffaloes. Yes, that's trophy Cape buffalo. Currently we are sold out for 2025, but we're selling now for 2026 and 2027. OK. Ce que Glazer nous dit, c'est qu'effectivement, c'est la place, le Mozambique, pour aller chercher des trophées Cape Buffalo. Par contre, ça, il faut s'y prendre un peu d'avance parce que vous voyez, 2025 est complètement réservé. Il n'y a plus de place du tout. Ça va à 2026. On va... we'll take some time in the following weeks or months to see if we can build a group with you guys on one of your concession over there to have a first sight if it's possible. I mean, if you have place, because it's under demand. So sure. sometimes you have to line up to have a place, but we'll try to do something and to bring people over there. Are there and not necessarily in Mozambique, maybe in someplace else is like in Namibia will be really, really cool to show what you guys are doing over there. Yeah. Am I forgetting some concession? I see Morocco, but Morocco actually you're not going. I'm doing Morocco as well, but I mean, I think it's better that we first focus on these Southern African countries. Morocco is I'm going to a new area this year, so I first like to establish everything and make sure that we can deliver what we market. This is another point I'll get to you, and then I'll ask you for how do you say it? The correct way to do a first hunt in South Africa with you. What will be the choice? But at first, you are scanning every single places you will bring clients to. I mean, yes. You will go there on there. You'll eat there. You'll talk to people. You'll establish how you want it for your clients, and you make sure that it's security to bring clients over there. This is the first thing that you do, and you're doing it actually in Morocco. Yes, in Morocco, you mean? Yeah. So it's very dangerous to send clients to a place that you haven't been before, even if you go with them. So, and it's not only the animals. The animals, the trophies are very important. That's probably the most important. But
people sometimes forget that if you arrive after a long day hunt and the beer is not cold, or there's not ice for a gin and tonic, or the beds are not made, or they can't do their washing, then clients become a bit agitated, especially if they come with their wives. So you have to control all of that, because it's a you can have a bad day in the bush and you don't see much, or you don't get a big bull or big tracks, but you come back and everything is nice, and the beds are made, the washing is done, there's cold beer, a nice meal, campfire waiting for you, and that can save a bad hunting day. So yes, I'll go to the places where I... It is. So, donc, c'est une chose très importante puis qu'il va voir avant d'établir des endroits puis qui établit avec chacune de ses concessions, c'est toujours d'aller voir un petit peu justement le service, la bouffe, la sécurité, etc. Ce que disait Glazer essentiellement, c'est, tu sais, on va avoir des journées dans le bush, donc quand on va à la chasse, parce qu'on verra rien, parce que c'est la pleine lune, il fait froid, peu importe. Quand tu arrives au lodge, une mauvaise journée de chasse peut être au moins récompensée ou du moins compensée par une soirée qui va être magique. On arrive, il y a de la bière froide, il y a du vin, le feu est allumé, le linge est lavé, etc. Le souper est prêt. Au moins, on va passer un bon moment, ce qui pourrait être catastrophique si ces choses-là ne sont pas installées. And while being part of Craig Buddington Endorse Outfitters program is, I think, a huge thing and a huge commitment that clients can actually rely on, because Craig's first idea when he began that program was to say, okay, if I can bring my two daughters alone over there, I'm backing it. So this is the main criteria of being the main. There's other thing, but you being part of Craig Buddington's Craig Buddington Endorse Outfitter, sure brings some clients. But what it is like to be a Craig Buddington Endorse Outfitter? I shared a booth with Craig in Dallas Safari Club in January this year, and I mean, this man is amazing. His knowledge about hunting. He was in the Marines, but he's written books, and he's been probably more countries than I've read about in my life. So he's a heavyweight in the hunting business. He's a hunting celebrity, and he is pro hunting. He's trying to fight for what we do and what we believe in. And you know, if you come to Africa the first time and you have to pay a few $1,000s to somebody that you don't know, and you don't know what to expect, and some clients arrive at the airport and there's nobody, you know. So Craig Buddington, I've been a member with him now for, I think, 7 years, and they give the chuck of it's okay, you know. They come and hunt with you, they do research on you, they talk to clients, and I was referred to by American clients to Craig, and then they said, okay, we want to talk to you. They came hunting with me, because they don't necessarily make somebody a partner that's the biggest guy with the most clients or the biggest territory. Their motto is helping the good guys win. So each member has something unique to offer. You know, it's and for me it's quite a privilege, and yeah, I feel honored to be part of that, because if you are endorsed by him, then you are doing something right. Ce que je demandais à Glazer, c'est que, évidemment, Craig Buddington a ce fameux endorsement system-là, qui est un peu une approbation de pourvoirie, si on le veut. Donc, il endosse des pourvoiries. Ça s'appelle le Craig Buddington Endorse Outfitter. Un peu comme Aventure Chasse-Pêche. You know, we're like Craig Buddington. We're the first Craig Buddington Endorse media in the world, actually. For our TV show. Le Craig Buddington Endorse Outfitter Program, c'est un programme dans lequel l'équipe de Craig vont aller s'assurer que Glazer disait simplement, des fois, il y a des clients qui arrivent en Afrique du Sud à l'aéroport, puis il n'y a pas personne qui les attend. Ça s'arrête là, il faut qu'ils se débrouillent à partir de là. Craig Buddington et son équipe, c'est ce qu'ils vont faire sur le terrain. Ils vont aller visiter les pourvoyeurs, ils vont débarquer en n'importe quel temps pour aller voir le service, la sécurité, la qualité, le fair chase, le côté conservation, etc. Et il va approuver des pourvoiries. Donc,
Si vous cherchez pour une pourvoirie, un peu comme les étoiles Michelin, par exemple, dans le domaine des restaurants, il y a un sceau d'approbation. Ici, on a les étoiles de la Fédération sur les différentes habitations dans les pourvoiries. C'est un peu la même chose. Si vous cherchez une pourvoirie, peu importe où dans le monde, rendez-vous sur le site de Craig Buddington, allez dans le CBEO, Craig Buddington Endorse Outfitter, et à partir de là, vous pouvez, par critères géographiques et critères de chasse ou de pêche, sortir des listes de pourvoiries qui sont endossées par Craig Buddington. African Eco Safaris est endossé par Craig Buddington. Ça va faire 7 ans pour ces raisons-là et pour les valeurs qui partagent avec l'organisation de Craig Buddington, que sont toutes ces valeurs de sécurité, service, fair chase, et etc. Là. C'est un sceau d'approbation, mais c'est en même temps une espèce de promesse de service envers la clientèle et de promesse de sécurité envers la clientèle qui va passer avec ces critères-là. Quand on se donne des normes, un bien meilleur voyage, puis une assurance. Ce saut de qualité-là, c'est un saut qu'on recherche un petit peu partout dans le monde. From there, I've never been to Africa for hunting. I want to do it like in next April. From where do I start? I mean, do I jump directly in Namibia? Do I start in South Africa? Well, what will be your the first thing you will tell me? Say, well, let's start that way. I'll bring you that place. Is there a correct way to do a first contact with Africa? Yes, we have clients that come to Zambia or Mozambique for the first safari and hunt the buffalo. But I would suggest to come to South Africa or Namibia. Both of them are more or less the same kind of introduction, and just familiarize yourself with the way we hunt, what is possible, what is not, the facilities, especially when you come with your family or your wife, and then because the animals in Africa are also they're quite tough, so we prefer not to start with a buffalo. Yeah. And if you get the hang of it, and if you in this new wild continent and you start getting to know the hunt and how we hunt and the animals and the behavior, then I think after that, then you can progress to Mozambique or Zambia. But I think out of respect for yourself and for the bush, start with Namibia or South Africa, I would say. And if we talk about, and I know that there's no perfect package, and there's a reason why some of the outfitters just top it to do some package, because when client gets in the lodge, they do have a package. They do have an Impala bushbuck or an Impala blessbuck, the warthog, and I don't know, a wildebeest, and then they get in the lodge and they see some taxidermy around the wall and say, okay, I want to exchange that for that, and that for that, and that for that, and that for that. But we still tend to, for ourselves, to propose to clients when they first come to South Africa. Let's say these are the classic that, I mean, you need to do at first. You need to do at first. You were saying like we don't go on Cape Buffalo. We can go on Cape Buffalo on first hunt, but probably that you will have the client to do an Impala first in front of you to see how the client behaves and stuff like that. But is there a classic 3 or a classic 4 that you will suggest to anybody that comes in Africa at first? You need to do that. Is there kind of package you're targeting with first comers? Yeah, I would definitely, if there's 3 or 4 animals, try to, if you hunt wildebeest and oryx, or oryx and bibal, you're going to have more or less the same kind of hunt. It's plain open areas. They rely on their sight and their speed for security. If you take a kudu, that's a forest-dwelling animal, you have a total different kind of approach. So if you can combine, for example, oryx and kudu and warthog and maybe bushbuck, you will experience, different kind of hunting, walk and stalk,
and the way of approaching it, which I think it's a good combination of a first hunt. Ce que je demandais à Glazer, c'est si je suis jamais allé en Afrique et je vais aller chasser avec African Eco Safari, de toutes les places que tu offres présentement, où est-ce que tu me proposes d'aller? Et il dit les premières places, l'idéal pour se familiariser, puisque c'est un peu moins complexe. Et on va aussi mieux apprécier les autres places si on a eu un premier contact avec l'Afrique, serait le Namibie et l'Afrique du Sud, évidemment, donc dans la région du Eastern Cape. Et à partir de là, ça vous permet de vous familiariser avec la façon dont ils chassent là-bas, la culture, même le comportement. Les hommes blancs sud-africains, les premières fois, peuvent être impressionnants. C'est des joueurs de rugby. Ils parlent, l'afrikaans est un langage qui peut être sec d'un fois, s'habituer à leur langage sans apprendre l'africain, mais s'habituer un petit peu à tout ce qui alentour et faire des premières chasses en Afrique du Sud. Maintenant, dépendamment si on va aller sur l'Eastern Cape, ben là, dans le cas de Glazer, ils ont des espaces qui sont très ouverts. Namibie, très, très, très ouvert aussi. Et en termes d'animaux, mais question d'expérimenter un peu les différentes zones de chasse, les différents principes de walk and stalk, donc de chasse fine en Afrique du Sud. Ils vont proposer des choses comme, évidemment, les basics, les packages de base que vous connaissez tous, comme les Impala, les ci, les ça, ce sont tous des classiques à faire. Mais dans une première approche, pour bien comprendre, si on peut se le permettre, je dirais que, économiquement parlant, c'est facile de faire, par exemple, Impala, Blessbuck, Facochère et Gnu. Mais un package qui est très intéressant à faire là-bas pour voir les différentes réalités et qui combine en même temps certains rêves de chasse en Afrique, serait de faire le koudou, l'oryx, le zèbre, et je ne me souviens pas l'autre animal duquel il parlait, mais le bushbuck. Le bushbuck, ce qui vous permet en même temps de faire différents milieux de chasse, différents types d'approches, et ça vous fait toucher un petit peu à, on va dire, des groupes de particularités de plusieurs animaux. Par la suite, à part de grandes particularités comme par exemple le Cape Buffalo ou encore l'hippopotame ou le crocodile, vous allez avoir avec ces 4 animaux-là, faites le tour un peu des grandes réalités en termes de comportement animalier pour le type d'approche qu'on va faire. So I want to go in South Africa, but I want to talk to you first, one on one, for sure, because I'm choosing I'm choosing my guys. I'm choosing my PH, and I will be like 8 days on the field with someone that speaks like a German officer. So I want to get in touch first, and this is a point that you need to live it first, like in a place that it's not that worse before you go in Zambia, for example. Go for sure in South Africa, because you have to get in touch with the culture. You guys, for the majority of what I know, white South Africans are rugby players with a huge voice, and they are directive. So you need to get, when you first hear, and sorry for your ears, people, when you're first in South Africa, and I don't know, in Canada here, the guide will talk slowly, and the first thing you hear is, get in the fucking truck. I mean, it's breathtaking. It's breathtaking. But you need to get in touch with the language particularity, even if they speak English or they speak French. It's a little bit more, the accent is more rude. So if you're not used to, go there. Go for South Africa or for Namibia for first contact. Do a first package of animal. Know your PH. Develop a friendship with your PH. Talk with your PH in the year after. Show him your moose. Show him your whitetail. Show him your wild turkey. He'll show you something. Then the next year, you will have more things to talk about with your PH, actually. And maybe then move to Zambia or places like that. You will be in a position that you will you'll have a better appreciation of Zambia or places like that if you have a first contact with South Africa or Namibia, places like that. I think so. No, for sure. You don't want to. You see what? Okay, that's very true. What you just said, Martin. You create a friendship and you create a bond of trust. Yeah. Because sometimes we also go, when we go marketing in the States or in Canada, we go and visit the clients. Yep. They invite us, we go and visit. So you really get to know each other. And when you hunt buffalo, that can be dangerous sometimes, then you don't want to get to know your PH when the buffalo charged the first time. You want to get to know him before.
so that you have more or less an idea of his ability, how he handles himself, gun safety, and you feel comfortable with him. Because if you have a combination of a dangerous animal and a client that's not well informed with a loaded gun, and he gets a bit nervous because it's a new territory, it's a new animal, and they have a reputation of being very dangerous, then the situation can be very dangerous. So the people's skills, the people part of it, it's a people's game. Yep, yep. It's about people. Une chose qui est très, très importante et qui va vous permettre de mieux apprécier vos autres voyages, évidemment, c'est le lien que vous allez tisser avec votre PH. PH, c'est Professional Hunter. En Afrique, c'est comme un guide ici, mais avec une formation. Donc, c'est pas n'importe qui peut écrire guide sur une carte d'affaires en Afrique du Sud. La FASA, qui est une organisation qui contrôle le statut des PH en Afrique du Sud, a quand même une régulation qui est assez sévère dans l'obtention et le maintien d'un titre de PH. Alors, ces PH-là sont très bien formés, mais c'est aussi des êtres humains. Et vous voulez établir une relation. Ce que Glazer disait, je l'ai vécu moi au printemps. Après 6 ans de chasse avec mon PH, j'ai été sur ma première chasse au buffalo au printemps et j'étais parfaitement en sécurité. On était, we did a buffalo one-on-one. One-on-one. Yeah. But it's been 6 years I'm with my PH. So I know that actually I can push the limit because he's there to stop me where his limits are. So facing that Daga boy that was about to kill us, and it was huge, maybe at 15 feet in front of us, charging us. But I know that with Johnny, with the 458 win, nothing will happen. And if there's something, he'll push me in the bush and he will take care of it. He will take the hit for me. He will anytime take a hit for me. But cette relation-là que moi j'ai établie avec Johnny qui m'a permis de pousser ma limite un peu, c'est une relation qui s'établit, puis ça ne s'établit pas en ayant chassé le lion ou le Cape Buffalo comme première chasse. Ça, c'est pas le fun pantoute d'apprendre à connaître ton guide au moment où il y a un Cape Buffalo qui fonce. Ça donne un très bon échantillonnage de son comportement, mais ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça que des premières chasses en Afrique du Sud ou au Namibie, par exemple, avec vos guides, des chasses qui sont plus accessibles sur le plan territorial, sur le plan monétaire, etc., vont vous permettre de faire ce joint venture-là. You'll be at the Separate Club International Convention in Nashville upcoming January 2025. We might, because we will be at the SHOT Show at the beginning of the week, but we might end the SHOT Show 2 days earlier or a day earlier to get to you guys to shake hands and see Craig at the same time. So maybe we'll have time for a meeting and for a beer at the Kid Ruggs bar. Of course. No doubt. Okay. From there, we didn't talk about money, and I don't want to talk about money right there because every client has specific needs, and I think that they need to speak with you to see what exactly you can offer. The best way to get in touch with you, what will be the best way? I know we're talking with through WhatsApp, but actually, if they don't have your phone number, will be to get on the website. No, well, they can go to the website, but is to just email me directly because for like tomorrow morning, I'm going to leave quite early for Mozambique, and I won't be available on my mobile phone because we're hunting all the time outside any reception or far away from the Starlink anyway. So if they send me an email, I have time to go through the email and address all the questions. Email is really the best. Perfect. Donc, la façon de rentrer en contact présentement avec Glazer, c'est au travers du courriel. On vous met le courriel présentement à l'écran ou du moins dans les commentaires. Vous allez avoir le courriel et la façon de contacter African Echo Safari. So I'll put all the information in the comments down here and in the video so they can get in touch with you. And what I would propose is that si certains d'entre vous aiment voyager un peu, si ça vous tente d'aller au Safari Club International à Nashville en janvier prochain,
c'est le temps de rentrer membre. Donc, rentrer membre du Safari Club International. Vous n'êtes pas obligé de prendre le membre à vie là, à des milliers de dollars. Vous pouvez prendre une carte de membre annuelle juste pour aller rencontrer les gens au Safari Club International. Vous pourriez aller rencontrer Glazer sur place à Nashville et prendre une bonne bière au Kid Rock juste en face après. Il y a une tonne de bons groupes qui jouent là-bas. Toute la strip, il y a des bons groupes qui jouent. C'est une bonne façon. Sinon, contactez directement Glazer. On vous met les contacts présentement dans les commentaires ici ou sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Question que vous puissiez rentrer en contact. Chaque client a des besoins différents, donc il va vous orienter vers les bons endroits et vous parlerez de package à ce moment-là, de prix et etc. On our side, what I would propose is two things. First thing will be we have company. Yes, everything's good. Parfait, tout est correct. First thing will be to get you back on interviews like that, probably around before Christmas or after Christmas, because Canadians are booking a lot. Like in January, February, March, they're booking their outfitters. And what I would like to do when we'll do specific interviews. Let's see about Namibia, presenting the animals out there. What are the opportunities? What is there any specific animal we go there with a lot of pictures? So maybe do a turnaround and do every single area that you can go on different interviews somewhere before or after Christmas. And the other thing is that let's talk together in the upcoming months to see if we can build something to offer Canadians to maybe go up there with us like we do in the Limpopo area. So what's cool in there is that normally we have maybe all of the group that never been on a plane or never got out of Canada. So we're helping helping them from the start to the end. So we get them to the plane, we get them up there. We speak English and French, so we can help. We mix people that speak English and French in the truck. So if it's a 1-on-2, you have an English-speaking client, and then we bring them back to their trucks at the airport here in Canada with that with that box full of memory. So it's easy like that for first comer with a first contact with Africa to go there with us. So let's talk in the following months if we can work on something that we can offer a kind of package where they'll choose their animal over there or book their animal before, something that we can offer that will be really, really cool. So and we'll get back to the customer with it after, with the listeners, the viewers with that after it. I understand that tomorrow morning you're going to Mozambique, so you're waking up. So now you need to pack. It's 6:30. Well, I finished all my packing. My wife is waiting for me. I'm supposed to have a dinner with. And I know I don't compete, so yeah. And I've seen in hunting sometimes it's the female animals that are more dangerous than the males. It is. That we call that common sense to think like that. I like the way you think. So, Glazer, a huge thank you. We'll put all the information for contact in the comments down here or in the video description, so they will be able to get in touch. And let's get back to them with specific videos on Namibia and Zambia and places like that right before or after Christmas. I hope you have a wonderful trip in Mozambique out there. Thank you. Unlikely here, we're hitting the minus, the minus on the on the weather in a couple of weeks over here. Actually, it's moose hunting season. We're getting in the deer. I'll send some photos for you, Martin. I really appreciate. Merci beaucoup. C'est vraiment bonne idée. Merci. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Puis pour vous autres, je vous reviens avec l'information. Évidemment, vous avez vu un petit peu les traductions. S'il y a des bouts plus longs, j'imagine qu'à l'édition, ils vont mettre des sous-titrages. Mais essentiellement, sur le terrain, c'est un petit peu plus dur et technique là, comme ça, en interview, de parler français at large. Mais sur le terrain, Glazer est parfaitement capable de s'organiser en français. Vous allez être très, très, très à l'aise. Entrez en contact avec Glazer au travers de son courriel pour parler de ce que vous voulez planifier comme chasse. Ce n'est pas nécessaire que ce soit 2025, ça peut être 2026, ça peut être 2027, mais que vous vouliez le planifier à l'avance, ça vaut la peine de parler avec Glazer avant pour vraiment, vraiment choisir le bon endroit puis choisir l'encadrement dans lequel vous voulez vivre votre trip en Afrique
peu importe où en Afrique. Et là-dessus, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, venez vers nous en commentaire dans cette vidéo-là ou encore écrivez-nous en privé. On va vous mettre en lien avec Laser, il n'y a aucun problème. Puis si vous avez la chance de voyager sur Nashville à la fin janvier, ben, allez au SCI Convention, prenez votre carte de membre pour aller rencontrer ces gens-là. Laser, I'll let you go and have dinner with your wonderful wife. Merci beaucoup, I appreciate it. Thank you. Thank you. Huge thank you. Okay. Tout à l'heure.